et bienvenue dans les podcasts Prévention Santé du Néo où nous donnons la parole à des experts. Dans notre série autour du sommeil, parlons aujourd'hui de l'état de stress post-traumatique et de ses intrications avec la qualité du sommeil. De quoi s'agit-il exactement? Cet état concerne-t-il la population générale, les militaires et de quelle manière? Et d'ailleurs, quel lien avec le sommeil? Ce sont des questions que je vais poser au docteur Aymeric Saguin. Bonjour docteur Saguin. Bonjour. Alors, docteur Aymeric Saguin, vous êtes psychiatre dans le service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées de Bégin. C'est le plus grand service de psychiatrie militaire en France. Vous avez donc cette activité clinique. Vous voyez des militaires qui reviennent de théâtre de guerre notamment. Et vous avez également une activité de recherche. Vous réalisez en ce moment une thèse sur le sommeil des militaires souffrant d'un état de stress post-traumatique au sein de l'unité fatigue et vigilance de l'IRBA. Alors, docteur Saguin, pour commencer, pour bien comprendre de quoi nous parlons, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de l'état de stress post-traumatique? Alors, on va aussi l'appeler ESPT, et puis peut-être son tableau clinique. Alors, l'état de stress post-traumatique est une pathologie définie classiquement par l'apparition, après un événement reconnu comme potentiellement traumatique, d'un tableau au long cours. D'accord. En effet, on parle d'état de stress post-traumatique quand les symptômes sont présents durant plus d'un mois. Mmh. Le carré symptomatique de l'état de stress post-traumatique, ESPT, comprend 4 grands groupes de symptômes. En premier, il y a ce qu'on appelle les phénomènes d'intrusion. Ce sont les flashbacks et les cauchemars qui sont des reviviscences, c'est-à-dire D'accord. qu'on revit l'expérience à l'identique. Mmh. Ensuite, il y a les réactions d'évitement de tout ce qui est susceptible de rappeler l'expérience traumatique. Il y a également l'hypervigilance, c'est le fait d'être en permanence sur ses gardes. Et également, ce qu'on appelle les altérations des cognitions et de l'humeur. Ce critère est très large. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après un traumatisme, on ne voit plus le monde de la même manière. D'accord. Le SPT peut occasionner une souffrance pour l'individu et peut avoir aussi, bien évidemment, un retentissement sur son milieu professionnel et sur les proches. Mmh. Alors, pour situer un petit peu les choses, dans ce que vous décrivez, si on se place dans la population générale, on parle de quel type de traumatisme qui peut engendrer un ESPT? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le traumatisme psychique se définit avant tout par ses conséquences. C'est-à-dire que ce qui est traumatique ne l'est pas a priori, ce n'est pas la nature des faits, ce qui s'est passé, mais c'est bien la manière dont l'individu va vivre cet événement et comment il va pouvoir ou non l'intégrer. D'accord. En population générale, les événements en cause peuvent être des accidents de la voie publique, des agressions, parfois de nature sexuelle, ou, comme nous avons pu le voir encore très récemment, des attentats. Et si on se tourne donc maintenant plus précisément vers les militaires, alors là on imagine plus aisément des scènes de guerre, des situations de violence, mais est-ce qu'on a des données qui permettent de dire plus précisément quel type d'événement provoque chez un militaire un ESPT? Alors la population militaire évidemment est particulièrement exposée à la rencontre avec des situations traumatiques du fait de son activité sur les théâtres de guerre, et notamment les situations où le soldat peut être confronté à une rencontre effective ou potentielle avec sa propre mort ou celle d'autrui. Mmh. Le Centre d'épidémiologie et de santé publique des armées, le CESPA, s'est intéressé aux événements en cause dans l'apparition de ce tableau clinique de l'ESPT, et il a identifié dans une étude que les soldats français avaient été confrontés à la mort dans 88,1% des cas. C'est-à-dire qu'ils ont pensé mourir ou ils ont vu des morts. Dans 88,1% des cas, c'est la cause la plus fréquente finalement d'état de stress post-traumatique. Oui, d'accord. Donc là, c'est très clair. Et ce tableau clinique d'un état de stress post-traumatique chez un militaire, est-ce qu'il comporte des spécificités donc propres à cette population par rapport au tableau que vous avez décrit tout à l'heure? Effectivement, l'expression clinique de la pathologie semble être assez spécifique dans la population militaire, puisque pour celle-ci, dans 50 à 70% des cas, on retrouve des cauchemars réplicatifs, donc ces fameux cauchemars qui se présentent à l'identique de la scène vécue, contre 30% seulement dans la population civile. Globalement, cet état de stress post-traumatique donc impacte la qualité du sommeil. De quelle manière? Donc il y a l'apparition des cauchemars, mais est-ce que c'est le seul élément? Alors, les intrications entre sommeil et état de stress post-traumatique sont nombreuses. Pour autant, les liens de causalité ne sont pas encore complètement clairs. Pour certains auteurs, les troubles du sommeil sont un symptôme de l'état de stress post-traumatique parmi d'autres. Pour d'autres, les troubles du sommeil sont davantage un mécanisme socle qui expliquerait la pathologie. D'accord. Responsable notamment du fait qu'elle devienne chronique et qu'elle s'installe dans le temps. Un mécanisme socle, c'est-à-dire qui serait plus ou moins à l'origine. Voilà.
Ce qui est certain, c'est que, de par sa fréquence, le sommeil est le premier motif de plainte des patients qui présentent un ESPT. Il y a 75% des patients militaires qui ont un ESPT qui se plaignent du sommeil. Une des particularités que l'on rencontre dans cette pathologie, c'est donc la présence de ces fameux cauchemars traumatiques. Typiquement, ces cauchemars sont réplicatifs, encore une fois, à l'identique de la scène vécue. Ils sont toujours les mêmes, nuit après nuit. Ils vont être associés à des réveils brutaux, une tachycardie, le cœur qui bat très vite, de la transpiration, et une anxiété intense au moment du réveil. Au total, on peut dire que l'état de stress post-traumatique est associé à un sommeil de mauvaise qualité. Les patients mettent plus de temps à s'endormir, ils ont un sommeil fragmenté par des réveils nocturnes, ce qui fait que leur sommeil est globalement plus court et moins réparateur. Ils vont développer de mauvaises habitudes de sommeil face à l'angoisse anticipatoire de mal dormir, donc ils vont se coucher de plus en plus tard, ils vont parfois consommer des psychotropes, notamment de l'alcool, afin d'être sûrs de trouver le sommeil. Mais bien évidemment, cela n'est pas une solution qui est viable dans le temps. Oui, donc on comprend bien dans ce que vous décrivez une espèce de cercle vicieux autour du sommeil. Et alors à l'inverse, vous avez dit l'hygiène du sommeil. Pour certains, l'hypothèse c'est que ce soit finalement un événement socle. On a une mauvaise qualité de sommeil au départ, donc peut-être on est plus sujet à l'apparition d'un ESPT. Comment on peut dire les choses clairement ? Alors ici aussi, il faut être très prudent sur les liens de causalité. Par définition, le traumatisme psychique est imprédictible. Il survient comme un accident qui va surprendre l'individu. On peut donc pas dire que le sommeil va favoriser le traumatisme. Pour autant, il semble qu'un sommeil de mauvaise qualité soit un prédicteur de l'apparition d'un état de stress post-traumatique chronique. On a pu observer qu'un sommeil de mauvaise qualité, avant un départ en mission par exemple, était associé à un risque accru d'état de stress post-traumatique. De la même manière, les troubles du sommeil directement après un événement traumatique sont associés à un plus grand risque de SPT. D'accord, donc c'est finalement plutôt un facteur de risque aggravant. Voilà, cela veut dire que sans qu'on en comprenne exactement le mécanisme, il existerait ce que vous avez nommé un mécanisme de type cercle vicieux, c'est-à-dire qu'un sommeil de mauvaise qualité à la base entraîne un plus grand risque de chronicisation de la maladie, et l'état de stress post-traumatique en soi vient dégrader le sommeil en entraînant des troubles du sommeil chronique qui vont à leur tour entretenir la pathologie. À l'inverse, on pourrait dire qu'un sommeil de bonne qualité, un sommeil récupérateur, favorise sans doute la mobilisation des ressources de l'individu après un traumatisme, et c'est notamment pour ça que sont menées des actions d'information, de prévention et de soins ciblant le sommeil des militaires. Alors justement, on a parlé tout à l'heure du fait que vous travaillez actuellement sur ces liens entre sommeil et ESPT chez les militaires. Quelles sont les questions que vous vous posez ? Quels sont les objectifs que vous visez à travers ces études ? La principale question sur cette thématique en recherche est de comprendre comment sont intriqués le sommeil et l'état de stress post-traumatique, et ce, aux différents temps. C'est-à-dire comment des troubles du sommeil avant le traumatisme peuvent favoriser un ESPT chronique, par quel mécanisme, même question après le traumatisme. Enfin, le plus souvent, nous rencontrons les patients quand la symptomatologie de l'ESPT est déjà installée. De fait, il existe également un enjeu sur comment briser ce cercle vicieux, comment restaurer un sommeil de bonne qualité avec des thérapeutiques efficaces sur le sommeil pour permettre aux patients de bénéficier au mieux de la prise en charge classique de l'ESPT la journée et de poursuivre son parcours de soins. Donc actuellement, de notre côté, nous menons une recherche au sein de plusieurs services de psychiatrie afin d'avoir une idée précise de comment dorment les militaires qui souffrent d'un ESPT. Pour cela, nous effectuons des mesures cliniques centrées sur l'évaluation des symptômes post-traumatiques, mais aussi des troubles du sommeil et des pathologies associées. Et nous proposons un enregistrement à domicile des nuits de sommeil avec un dispositif portable qui va nous permettre notamment d'avoir des données électroencéphalographiques, c'est les signaux électriques de notre cerveau durant la nuit, ainsi que des mouvements et des réveils. Nos objectifs par cette recherche sont l'obtention de marqueurs précis des cauchemars traumatiques, afin de pouvoir éventuellement développer des thérapeutiques qui permettraient de limiter les réveils nocturnes et donc de limiter cette fragmentation du sommeil. Très bien. Vraiment passionnant en tout cas ce sujet pour aider ces militaires et ces personnes souffrant d'états de stress post-traumatique à retrouver un sommeil plus apaisé et une vie qui s'approche de la normale. Merci beaucoup Dr Saguin pour ces réponses. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast autour du sommeil. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.